Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'analyse du film Mysterious Skin. Bien entendu, une partie de l'analyse qui va suivre n'est que la mienne, chacun a sa propre sensibilité et je ne prétends pas avoir l'analyse absolue. Je souhaite simplement partager ce qui, selon moi, fait que ce film est non seulement réussi, mais aussi intéressant à étudier dans sa construction. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est construit le film, en nous basant sur les points forts du scénario. On évoquera en passant quelques techniques de réalisation qui servent le scénario, et enfin on se concentrera un peu sur les personnages et sur les relations entre eux. Spoiler alert numéro 1, cette vidéo est recommandée aux personnes ayant déjà vu le film. Spoiler alert numéro 2, le film parle de thèmes graves tels que les abus sexuels ou la prostitution des mineurs. Il est interdit aux moins de 16 ans dans plusieurs pays. Vous regardez donc la vidéo en pleine conscience. Rapide présentation du film, Mysterious Skin est donc un film américain sorti en 2004, il dure environ 1h40. Il a été réalisé par Gregg Araki, coécrit par Gregg Araki et Scott Hein qui est également l'auteur du roman du même nom. C'est donc une adaptation du roman. On évitera pendant l'analyse de faire des comparaisons entre le film et le livre, parce que c'est deux œuvres différentes. Je viendrai un petit peu sur le livre de temps en temps pour expliquer certains points. Les deux acteurs principaux sont Brady Corbett, qui joue le rôle de Brian Lackey, et Joseph Gordon-Levitt, qui joue le rôle de Neil McCormick. Je mets l'accent dès maintenant sur trois signatures du film, qu'on verra un peu plus en détail. D'abord, l'utilisation de plans de plongée et contre-plongée, qui marquent bien sûr la domination et la soumission. Ensuite, de nombreux plans où le personnage parle face caméra. Et enfin, le jeu sur les couleurs, le bleu et le jaune pour Brian et le gris et le noir pour Neil. La scène d'ouverture, elle donne un ton particulier au film, elle est très lumineuse, elle est surexposée. Il y a un parallèle entre la rencontre avec les deux jeunes, une pluie de céréales et on rencontre Neil McCormick, et la pluie, la vraie, avec de l'eau, et la caméra descend sur Brian Lackey. La rencontre avec Brian à 8 ans se fait d'abord à travers une voix off, un narrateur externe. En 2 ou 3 scènes, on a découvert Brian et sa famille. Lui est plutôt sensible, faible, il semble subir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Sa famille est très cliché. Une mère poule bavarde qui travaille, qui rentre tard. Le père est peu investi, il semble ne pas travailler, il considère que son fils est faible et il est très déçu de le voir arrêter le baseball. Deborah, la sœur de Brian, qui semble être une fille parfaite et la sœur bienveillante. Et au milieu de ce flot d'informations, il y a un indice très subtil lorsque la mère de Brian lui demande si quelqu'un l'a ramené chez lui. Il répond pas à la question et on passe tout de suite à une scène suivante. Ensuite vient un événement majeur, c'est le passage de l'OVNI au-dessus de la maison. À partir de ce moment-là, Brian il est convaincu d'avoir été enlevé par les extraterrestres. Et c'est la première incursion du fantastique dans le film. On verra qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on rencontre Neil McCormick à 8 ans. C'est l'inverse complet de Brian. En une phrase, tout est dit. Neil jouit pour la première fois à 8 ans. Il n'a pas de père, et sa mère est l'inverse complet de celle de Brian. Sa présentation est encore un cliché, elle semble être le genre de pin-up qui s'occupe pas beaucoup de son fils. On apprend tout de suite que Neil est gay. Contrairement à Brian, il emploie un vocabulaire grossier, et il est tout à fait conscient de ce qui se passe. Dans cette première scène, il y a aussi un indice, Neil se masturbe en regardant un homme qui ressemble beaucoup à son coach que l'on rencontre juste après. La rencontre avec le coach est encore une fois un cliché. Le coach se retourne, il s'essuie le front et retire sa casquette, il arrive au ralenti. Il va vers la mère de Neil, elle semble un petit peu flirter avec lui. La scène aurait pu être kitsch, mais elle l'est pas pour la simple et bonne raison qu'il ne s'intéresse pas à la mère, mais uniquement à Neil. Il ne regarde que Neil. On trouve un plan de plongée et contre-plongée et donc de domination du coach sur le garçon. On comprend deux choses immédiatement. La première, c'est que Neil a une admiration pour son coach. On peut difficilement parler de coup de foudre parce que Neil a 8 ans et les sentiments sont quand même peu développés. En revanche, le coach semble avoir un crush pour Neil. On peut donc dire que c'est un pédophile. La différence entre Neil et Brian, elle s'accentue encore plus avec la scène du cinéma. Le film qui est montré, moitié film d'horreur, moitié film porno, n'est pas du tout conseillé aux enfants et pourtant Neil rigole devant le film. On comprend qu'il est déjà bien abîmé. Dans la maison du coach, il n'y a que des jouets pour enfants, il y a des céréales de toutes les couleurs et on comprend mieux la scène d'ouverture du film. Enfin, tout est scellé avec la scène des photos. Now, look up into the camera. Now stick your tongue out. Make a funny face. Good. Yeah. Yes. Open your mouth real wide. Yeah, that's perfect. Il
il n'y a plus de doute sur ce que fait le coach. L'idée brillante, ça a été de mettre une musique plutôt positive, plutôt joyeuse sur cette scène qui est quand même extrêmement glauque, et ça lui donne un ton un peu étrange, un peu irréel. Et pourtant dans cette scène, le coach rigole, Neil rigole, tout semble parfait pour les deux. En 10 minutes de film, tout est présenté, les personnages et une partie de l'intrigue. On rencontre Wendy, elle explique tout de suite qu'elle est amoureuse de Neil, c'est sa meilleure amie car il lui a raconté qu'il a été abusé par son coach et elle comprend tout de suite qu'il est complètement abîmé. Au bout de 20 minutes de film, on rencontre Neil à 15 ans. On va directement à l'essentiel. Il se prostitue auprès d'hommes, il le fait régulièrement depuis un moment. On voit aussi que les hommes qui fréquentent ont des traits communs avec son coach, la quarantaine et la moustache. Dans la scène de la rencontre avec le premier homme, Neil s'approche de la voiture, il y a un plan de plongée contre plongée, donc de domination relative de Neil, parce qu'il est quand même peu sûr de lui, il regarde quand même à droite, à gauche. La première fois qu'on voit Neil coucher avec un homme, il n'y a pas de musique, on n'entend que des bruits de bouche, des bruits de souffle, assez dégueulasse. Il n'y a presque pas de nudité. Cette scène a tout pour mettre mal à l'aise, on ne recherche pas du tout de tendresse, de plaisir, de sensualité. Le sida était bien sûr très présent dans la communauté gay des années 80-90, et il y est fait allusion à travers une remarque que je dis tragicomique. L'homme lui dit « t'es qu'un enfant ». Et il sous-entend que, n'étant qu'un enfant, Neil a eu peu de relations avec d'autres hommes et a donc peu de chances d'avoir le sida. Mais en disant ça, l'homme part aussi du principe que lui non plus ne l'a pas et que Neil a donc peu de chances de l'avoir. Et en plus, cette remarque banalise le rapport pédophile, comme si le seul problème c'était d'avoir le sida. I wish there was a movie showing right now. Me too. A film about our lives. Everything that's happened so far. And the last scene would just be us standing right here. Just you and me. L'accent est mis sur l'esthétique de la scène du parking, avec l'écran de cinéma à l'arrière. Il y a une atmosphère irréelle, poétique, qui se dégage de cette scène. Comment faire d'un lieu aussi banal et aussi nul qu'un parking, l'une des celles, sinon la scène la plus poétique du film, avec le jeu sur les couleurs et les dialogues. D'abord, Neil et Wendy sont plongés dans l'ombre. On voit que eux. Les contours sont flous, on ne comprend pas ce qui est vrai ni où s'arrête leur monde. Ils semblent avoir été mis dans une sorte de boîte. Ensuite, il y a une mise en abîme lorsque Wendy évoque un film sur nous, sur nos vies. Sauf que c'est surtout le rêve de Wendy. C'est elle qui imagine ce que serait la fin du film. Neil il semble vouloir y croire, mais il reste silencieux. Donc cette scène, elle suggère une fin possible pour le spectateur, à savoir celle imaginée par Wendy. Mais comme le film est un drame, il y a peu de chances que ça se finisse bien. Et Neil, il le sait aussi, parce que tout ce qu'il a à répondre, c'est « ouais ». Ensuite survient une deuxième incursion du fantastique avec la neige et la voix de Dieu. La musique, elle amplifie l'aspect poétique de la scène qui atteint son paroxysme. Et même Neil, qui habituellement n'éprouve rien, il semble être fasciné, hypnotisé. Yeah. Ensuite, on rencontre Brian à 18 ans. Il y a une rupture totale avec la scène d'avant, des coups de feu. C'est une sorte de retour à la réalité. Brian, il semble vivre seul avec sa mère. On ne sait pas ce qui est advenu de Deborah et de son père. On comprend tout de suite qu'il est obnubilé par les ovnis et qu'il est convaincu d'avoir été enlevé à 8 ans. Et même si sa mère, elle croit pas à ces histoires d'extraterrestres et de vaisseaux, elle soutient son fils dans tous les cas. No class today? I've got English comp discussion group at 7:30. Your mail. Looks like one from your sister and one from A. Friesen. Il y a un fait intéressant. Avant que Brian ne voie le documentaire avec Avaline, il s'est jamais représenté les aliens comme des êtres globuleux avec des gros yeux. Quand il voit le coach s'approcher de lui dans les flashbacks, il est sous forme humaine. Mais après avoir entendu Avaline décrire les aliens de cette manière, il se met à les dessiner comme ça dans son journal intime. Can't believe she wrote me back. Who? Evelyn Friesen, the woman on TV. No, she didn't have to go dump a whole gallon of perfume on it now, did she? No. What did she say? She wants me to visit her in Inman. On rencontre Neil, Wendy et Eric à 18 ans. Neil y tombe toujours plus bas, mais en même temps il maîtrise de plus en plus ce qu'il fait.
Neil s'approche de la voiture, la scène est similaire à celle de la première rencontre avec le premier homme. Il y a à nouveau un usage de la plongée et de la contre-plongée, à nouveau Neil est en position de domination, mais cette fois-ci il est beaucoup plus serein, il est même provocateur. Il sait qu'il domine tous les hommes qu'il voit et il les considère même comme pathétiques. Enfin, il a un copain, Eric, mais il semble pas éprouver beaucoup de sentiments envers lui. Ça semble être que sexuel. Là je vais faire une petite précision par rapport au livre. Eric est beaucoup plus présent dans le livre. Comme dans le film, il est obnubilé par Neil. À un moment dans le livre, Eric il dit que ça fait plusieurs mois que lui et Neil ne se sont même pas roulé une pelle. Donc je fais le lien pour en fait expliquer que ni dans le livre ni dans le film, la relation elle est très claire entre les deux. Qu'est-ce que Eric représente pour Neil? Sachant que physiquement c'est même pas son genre et qu'il se prostitue ouvertement devant lui. Il y a de nouveau une rupture. Brian, au même âge, il fait encore des cauchemars. Mais son monde, il est lumineux. Sa chambre, elle est jaune, les draps, ils sont jaunes, il y a le soleil qui rentre et sa mère, elle est présente. Il y a un parallèle avec chez Neil, où l'ambiance est sombre, sa mère est déjà à la maison, pas sûr qu'elle travaille, et la lumière est entièrement artificielle. Et donc on voit la mère de Brian qui revient du travail, celle de Neil est déjà à la maison. On se demande si c'est Neil qui ramène l'argent, et on se demande surtout si sa mère sait ce que fait Neil. Was work okay? It's a pit. God, when is our ship gonna come in, huh, baby? Ensuite, il y a la rencontre avec Avaline. Présentation de la famille cliché encore une fois, le père agriculteur conservateur qui se méfie des étrangers. Avaline qui vient tout droit de la petite maison dans la prairie et qui a l'air d'avoir 82 ans alors qu'elle en a que 32. Avaline met le spectateur mal à l'aise dès le début. À nouveau, je compare avec le livre, c'est le cas dans le livre aussi. On n'est jamais convaincu si elle croit à 100% à ces histoires d'ovnis et d'enlèvement ou si elle souhaite simplement passer à la télé pour avoir son heure de gloire. C'est un moment important pour Neil, parce qu'il est triste, mais il ne montre pas. En revanche, Wendy, elle est clairement triste de quitter ses amis, elle s'inquiète pour eux. Elle dit aux deux garçons de faire attention, mais en fait, elle ne regarde que Neil quand elle dit ça. La scène du match où le garçon ramène la balle de baseball, elle est intéressante. Dans beaucoup de films, même si le héros est complètement déglingué, il apprécie les enfants, il apprécie leur innocence. Or, c'est pas le cas de Neil. You're welcome. See you later. What? When kids do good, you gotta reward them. On pourrait croire au premier abord qu'il remercie l'enfant, qu'il le félicite d'avoir ramené la balle, mais il en fait trop. Et même Eric, il le remarque. Et bien sûr, le fait qu'il donne des bonbons au garçon rappelle ce que faisait le coach avec lui. Vient la scène du départ de Neil pour New York. La scène est lumineuse, ensoleillée, pour une fois, avec Neil, ça change. La mère de Neil est différente de d'habitude. On découvre une facette d'elle qu'on connaissait pas, et clairement, elle aime son fils. My baby. You all grown up? Be careful. I will. You're mine and I love you. Don't you ever forget it. Mais elle l'a pas vu grandir. Ça fait longtemps que Neil est devenu grand. C'est plus son bébé qui part, mais c'est bien un jeune homme qui a au moins vécu une vie. Il y a un détail intéressant dans cette scène, la mère de Neil garde son t-shirt un moment dans sa main, et on reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, il y a la première rencontre de Neil avec un homme à New York. Ici non plus, le nu n'est pas représenté, c'est pas le corps qu'on cherche à montrer. Il n'y a rien de sensuel, il n'y a rien de sexuel, d'érotique dans la manière de filmer. On se concentre que sur Neil, il découvre une nouvelle façon de coucher avec un homme. On ne sait pas s'il y trouve du plaisir, mais il y trouve une forme de nouveauté qui semble lui plaire. Avec cette scène, on comprend que New York peut apporter quelque chose de nouveau pour Neil. C'est plus Hutchinson, il est plus au Kansas. Pour le meilleur et pour le pire, parce que même si Neil n'arrête pas de dire qu'il veut quitter le Kansas, il s'est jamais senti en danger là-bas. Or, c'est différent lorsqu'il rencontre le deuxième homme à New York. Le VIH dont tout le monde lui parle depuis le début, il est enfin visible. Il y a une volonté vraiment de le représenter à l'écran. Neil, pour la première fois, il a peur et il semble se rendre compte qu'il court un risque à se prostituer. Ensuite, il y a une forme de parenthèse positive qui dure pas très longtemps, mais qui existe quand même. Eric et Brian, ils deviennent de super amis. Dans le livre, ils deviennent vraiment de bons amis. Et Neil, il arrête de se prostituer et il trouve même un boulot dans un fast-food. Ça dure pas longtemps, mais il trouve quand même. Et vient ensuite ce qui devait arriver, ce qu'on savait depuis le début, la rencontre avec le troisième homme à New York, qui est d'une violence extrême, violence à moitié filmée, à moitié représentée à la caméra.
Il n'y a pas besoin de plus, on comprend suffisamment. Il a fallu que Neil soit violé et battu pour qu'il ressente enfin quelque chose. C'est dire à quel point il est cassé. Or, à son réveil dans la rue, le premier mot qu'il dit est « Mom ». Ensuite, quand il rentre chez lui dans la salle de bain, il prend le t-shirt qu'il avait le jour de son départ, celui que sa mère a gardé pendant un moment dans sa main. Et pour la première fois, il pleure, comme s'il était redevenu un enfant, ou comme s'il était devenu l'enfant qu'il n'a jamais été, l'enfant qui a besoin de sa maman. Personnellement, je trouve que le dénouement est une leçon de cinéma. Il dure pas longtemps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Brian rencontre enfin Neil. Sa quête de vérité touche à sa fin, peu importe le prix. Donc les deux jeunes se retrouvent dans la maison du coach, là où tout a commencé. On retourne 10 ans en arrière, sont les mêmes personnes au même endroit. La maison est pratiquement toujours la même. Alors là, il y a eu un choix de deux procédés de réalisation. L'utilisation du flashback et du monologue. Je pense qu'un flashback peut être complètement désastreux s'il est mal réalisé, surtout ici. Pourquoi ? À ce moment du film, le spectateur, il a sûrement compris ce qui était arrivé à Brian. Alors pourquoi avoir recours au flashback? Pourquoi montrer ce qu'on connaît déjà? Peut-être pour enfin mettre un visage sur le monstre de Brian, et rappelons-le, un visage pourtant si souriant, si avenant au premier abord. Enfin, l'utilisation du monologue pour conclure un film est, encore une fois, à mon avis, une excellente idée, surtout s'il est bien écrit. Le monologue, il peut être en voix off, comme dans le film Le Monde de Charlie, ou alors il peut être montré à l'écran, comme dans l'excellentissime Call Me By Your Name, où c'est le père du héros qui met des mots sur ce qu'a vécu Elio ces dernières semaines. Dans Mysterious Skin, le monologue de Neil est d'abord montré à l'écran en alternance avec les flashbacks, et il se termine en voix off. Dans cette scène, Brian et Neil ils sont filmés de face en plan fixe. On remarque encore une fois le jeu des couleurs. Il n'y a aucune lumière dans la maison de coach, tout est sombre. En revanche, dans les flashbacks, il y a des couleurs, mais c'est pas les bonnes couleurs. C'est-à-dire que tout est lumineux, mais trop ensoleillé, trop surexposé. Là où les couleurs elles auraient dû être belles, elles sont trop vives. Et à l'inverse, là où les couleurs elles auraient dû être sombres, elles sont trop lumineuses. Et même dans le souvenir, qui semble être plus celui de Neil que celui de Brian d'ailleurs, les couleurs elles sont trop joyeuses. Comme si Neil était nostalgique de cette période. Et dans un sens, on peut comprendre qu'il l'est, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de soucis. Il avait un ami, le coach, une personne qui lui disait qu'il l'aimait, que ce soit vrai ou pas, qui lui disait. Brian, étrangement, il prend un ours en peluche sur le canapé. C'est un geste assez rassurant qui nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore un enfant. Plus étrange encore, il pose sa tête d'abord sur l'épaule et ensuite sur les genoux de Neil. Je dis c'est étrange et je mets des gros guillemets ici parce que c'est un peu à cause de Neil que tout ça s'est passé. Mais c'est vrai que quand les enfants étaient dans la maison, c'est Neil qui les rassurait, c'est Neil qui leur disait quoi faire et que tout allait bien se passer. C'est difficile de savoir à quel point Neil est désolé de ce qui est arrivé à Brian et aux autres enfants. C'est difficile de dire à quel point il se sent coupable parce que, rappelons-le, Neil n'a plus de cœur. Mais il tient Brian dans une attitude à la fois protectrice et peu naturelle. Il tient sa main et il a son autre main sur son visage. I wish there was some way for us to go back and undo the past. But there wasn't. There was nothing we could do. So I just stayed silent, trying to telepathically communicate how sorry I was about what had happened. And I thought of all the grief and sadness and fucked up suffering in the world, and it made me want to escape. And I wished with all my heart that we could just leave this world behind. Rise like two angels in the night and magically disappear. Dans la scène finale du film, Neil dit qu'il aimerait pouvoir dire qu'il est désolé. Il l'est probablement, mais il n'arrive pas à parler, c'est pas son genre, il parle pas des émotions. Enfin, la caméra s'élève au-dessus d'eux, puis écran noir. La mise en scène illustre ce qui est dit, nous élever comme deux anges et disparaître. Cette dernière phrase, elle est très lourde de sens, à mon avis. Les deux garçons sont des anges, même Neil, il est finalement aussi innocent que Brian, c'est juste une victime comme une autre. Le mot disparaître est, selon moi, très pessimiste. Neil, il aurait pu utiliser un autre mot, recommencer, renaître, reconstruire sa vie, quelque chose comme ça, quelque chose qui implique qu'il faut accepter ce qui s'est passé et passer à autre chose. Mais le mot disparaître, il implique pas ça, il implique pas de futur. Personnellement, je le comprends comme une sorte de confession de la part de Neil. Il pourra plus vivre encore longtemps avec ça. La seule issue qu'il voit, c'est de disparaître.
Dans cette dernière scène, on retrouve l'ambiance de la scène du parking du début du film, avec deux personnages au centre de l'écran éclairés, tandis qu'autour, tout est sombre. Sauf qu'il ne s'agit pas de Neil et de Wendy, mais bien de Neil et de Brian. Donc l'histoire, elle finit pas comme Wendy l'aurait voulu. Everything that's happened so far. And the last scene will just be us standing right here. Just you and me. Elle se finit pas non plus comme Eric l'aurait souhaité. Neil, il a pas de place pour lui dans le trou noir qui lui sert de cœur. Brian y connaît enfin la vérité, mais il aurait probablement voulu en entendre une autre. Et pour Neil, comme je l'ai dit, je pense que la fin de l'histoire, c'est ce qu'il attendait depuis le début. Il n'emploie pas le mot suicide, mais je pense qu'il y fait allusion. Il veut simplement disparaître, c'est-à-dire ne plus être visible. Je fais la distinction entre ne plus être visible et la fin du personnage de Neil. Parce que la fin de Neil, elle est arrivée très tôt. Elle est arrivée quand il a rencontré le coach, l'été de ses 8 ans. Le jour où il a cessé d'être un petit garçon, cessé d'être un jeune homme. Le jour où il a cessé de vivre. Sur une touche un peu plus positive, on va se concentrer sur l'évolution des personnages de Neil et de Brian. Pour Brian, l'évolution dans l'ensemble, elle est positive. Il s'émancipe, il devient de plus en plus mature et surtout, il se fait un vrai ami avec Eric. Bien sûr, quand il comprend la vérité à la fin, il tombe bien bas, mais on peut penser qu'il va s'en sortir, parce qu'il est bien entouré. Peut-être même entouré de Neil. Pour Neil, il n'y a pas d'évolution positive. Il est en chute libre depuis le début. On aime à croire qu'il n'y aura rien de pire que sa rencontre avec le troisième homme de New York, mais rien n'est moins sûr. Le seul moment positif pour Neil, c'est quand il travaille au fast-food, et la scène elle dure moins de 10 secondes. Parlons maintenant de la relation entre Neil et le coach. Tout d'abord, rappelons que le coach est un pédophile et que c'est pas le choix des autres, surtout pas des enfants, qui l'ont conduit à s'attaquer aux garçons. Déjà, on peut remarquer que le coach, il n'a pas de nom, il s'appelle simplement coach. Comme Neil n'a pas de père, le coach peut d'abord être vu comme une figure paternelle. À un moment, on voit Neil chez lui s'ennuyer à jouer avec des figurines. Le coach, il peut donc être vu comme un ami avec qui Neil peut jouer aux jeux vidéo par exemple, ce qu'il n'a pas chez lui. L'une des questions qui travaille le plus Neil, sinon la question qu'il travaille plus, est de savoir est-ce qu'il était réellement spécial aux yeux du coach. C'est assez difficile à dire, peut-être qu'il disait ça aussi à d'autres enfants, mais Neil était le meilleur joueur de l'équipe, donc le coach pouvait être fier de lui. Neil était aussi peut-être spécial dans la mesure où c'est lui qui servait d'appât pour les autres garçons. De la même manière, comme la mère de Neil semble montrer très peu d'affection envers son fils, peut-être que Neil ne se sent pas suffisamment aimé. Et on retrouve cet amour manquant chez le coach qui lui dit clairement qu'il l'aime. Mais est-ce qu'il est réellement question d'amour ici? Pas sûr. Quand il a 18 ans, Neil il semble encore y croire. Lorsqu'il se trouve devant la porte fermée de l'ancienne maison de coach, il lui dit « Tu m'avais dit que j'étais ton ange ». On peut remarquer ici qu'il utilise le mot « ange » comme lors du monologue final. Neil il semble se rendre compte que c'était qu'un mensonge, et c'est difficile pour lui d'admettre qu'il était peut-être pas le seul garçon spécial aux yeux du coach. Et, je le répète, après s'être fait violer et tabasser, Neil appelle sa mère, pas le coach. C'est donc peut-être elle qui compte le plus pour lui. Ils ont une relation très proche physiquement, mais très distante sentimentalement. Mais Neil, il a jamais été fâché contre sa mère. Il l'a toujours aimé, et inversement. Et c'est également une grande différence avec Brian qui en veut atrocement à son père de ne pas l'avoir défendu quand il était plus jeune. Pour finir, je voudrais partager une opinion totalement personnelle sur le genre du film. C'est un film pour ados, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'adresse pas aux autres, et comme souvent, il est question d'ados un peu perdus. Je crois que ce genre de personnage est inspiré de la littérature, et en particulier de Holden Caulfield, personnage principal du roman L'Attrape-Cœur. Par exemple, dans le film Le Monde de Charlie, dont on a parlé brièvement, le roman préféré du prof d'anglais est L'Attrape-Cœur. Charlie, dans le film, il a des points communs avec Holden, ce qui n'est pas le cas de Neil. Et ce, pour une bonne raison, et au risque de me répéter, il a un trou noir à la place du cœur. Neil, il est complètement détruit, il est dans une spirale autodestructrice, et il se fiche complètement de ce que pensent les autres, y compris ses amis dans une certaine mesure. Et c'est cet aspect qui le différencie complètement des autres personnages comme Charlie et Holden. Il y a de l'espoir pour eux. Il n'y a aucun espoir, il n'y a pas d'avenir possible pour Neil. Pourtant, même si on le comprend, c'est pas un film noir. Les choix de réalisation, en particulier le jeu sur les couleurs, ont été faits pour montrer que, malgré le sujet grave abordé, il reste de l'humanité chez les jeunes. Même si humanité n'est pas forcément synonyme d'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et vous aura donné envie de retourner voir le film. Je le répète, cette analyse est personnelle, certains d'entre vous verront sûrement les choses différemment et c'est très bien, une œuvre n'est pas figée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, ça me permettra d'en faire d'autres comme ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans ce film et si vous voulez que je fasse une analyse d'un autre film en particulier. À bientôt!